Pour ce qui concerne la lutte contre la résistance aux antimicrobiens au Burkina Faso, vos organisations, avec le leadership du professeur Abdou Salam, le LAPATER, le LNRAM et tous les acteurs, ce sont des actions louables. Et cette action, donc, AMR Talk vient s'ajouter, donc, comme étant un premier, euh, voilà, comme vraiment étant une nouvelle opportunité, donc, d'apprentissage pour nous, les jeunes. Donc, sans trop tarder, je voudrais donc donner la parole au professeur Ouedraogo, qui va également introduire et apporter en tout cas une orientation stratégique sur cette question dont le laboratoire est également porteur, mais aussi et également donner son aperçu sur la problématique avant donc que nous passons donc au plat de résistance de ce soir, qui est donc la présentation du professeur Luther. Donc, en rappel, le professeur Abdul Salam Ouedraogo est bien connu du milieu donc de la recherche du milieu biomédical au Burkina Faso à travers les différentes actions. Donc, il n'est pas trop de dire que c'est vraiment un leader engagé. Il est pharmacien biologiste, professeur titulaire de bactériologie et virologie à l'université Nazi Boni. Il cumule plusieurs responsabilités vraiment à la fois au niveau donc, de l'hôpital Sourou Sanou, où est le chef de service, au niveau de la direction technique du Centre Miras, où il est directeur technique également. Il est le responsable du laboratoire national de référence sur les résistances antimicrobiennes. Il est celui-là qui a fondé le diplôme interuniversitaire sur l'antibiologie et l'antibiothérapie en Afrique subsaharienne, qui maintenant est à former sur cet espace. Donc, au bout donc, de cette édition, plus de 500 jeunes professionnels de la santé sur donc, la problématique de la résistance aux antimicrobiens. Donc, professeur Ouedraogo, c'est à chaque fois un honneur et c'est toujours une opportunité pour nous de vous dire notre profonde gratitude pour les occasions d'apprentissage en vos côtés. Et la parole est à vous pour votre mot. Bonsoir, docteur Nagalo. Bonsoir, docteur Noali. Et je profite de dire bienvenue et bonsoir au docteur Luther King qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous rejoindre pour cette initiative. Et je voudrais avant tout propos commencer à remercier André et tous ceux qui soutiennent toutes les initiatives qu'il vient de citer n'ont été possibles que parce qu'il y a des personnes derrière comme vous que je ne pourrais pas citer tous les noms, mais qui constituent des chevilles ouvrières des idées que nous prenons et qui les opérationnalisent, les soutiennent sur le terrain et font tout le succès que vous venez de mentionner. En tout cas, toute ma gratitude et ma disponibilité pour que ensemble nous continuions dans ces cadres formels et informels à impacter autant se peut dans notre domaine de compétences qu'est un peu la microbiologie et le sujet particulier de la rame. Je pense que ce qui nous réunit ce soir est une initiative qui n'est pas une première du genre venant encore de Noali, qui est un grand leader, leader de la jeunesse, leader scientifique, et qui nous a approchés pour que l'on essaie de créer un cadre d'échange. Ça peut être formel, mais beaucoup plus assez ouvert, où il y aura encore le networking, là où il y aura les possibilités de réseautage, c'est ce que je dis, le networking, mais aussi des possibilités de partage d'expériences, ce qu'on allait dire d'histoire réussie, mais aussi de recevoir des questions qui vont constituer des questionnements et nous interpeller sur éventuellement des, des idées à enrichir et à opérationnaliser pour continuer en fait, à maintenir et à éveiller nos actions concernant la lutte contre la rame. C'est pourquoi il a créé avec ses amis et confrères mais aussi collègues associatifs de Agiram, ce qu'on a appelé AMR Talk, que nous avons vraiment vu comme étant une opportunité d'échange. Et je ne vais pas être plus long que ça. Et je voudrais, au nom de toute la communauté burkinabé, mais aussi africaine, dire bienvenue et merci à Dr. Luther King qui vraiment
nous fait l'amitié d'introduire dès qu'on l'a proposé, invité, cette, c'est en fait d'introduire ces différents panels-là et il est le premier intervenant et je pense que c'est une opportunité aussi, je lance déjà, pour que on sache que ce que nous faisons que tout petit au Burkina, en Afrique de l'Ouest ici, fait écho même dans les pays arc-en-ciel et nous avons l'honneur en tout cas d'avoir aussi des confrères aussi avertis que lui, qui sont d'accord pour que nous mergeons nos initiatives, nous mergeons nos connaissances, mais au profit de la communauté. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous commençons ce soir avec un sujet qui est important. C'est un sujet qui concerne la surveillance, la résistance aux antimicrobiens au laboratoire. Et sans être très sectaire, c'est le laboratoire qui est vraiment, j'allais dire, la porte pour dire qu'il y a résistance. Et c'est là-bas aussi que on pourrait dire que les actions de lutte ou d'intervention ont réussi à travers les résultats. Donc, c'est un sujet éminemment important, un pan très important parmi les priorités de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre la rame. Voici, André, ce que je voulais dire en invitant tous les participants à être très ouverts, très relax, vraiment sans formalité pour qu'on échange dans le fond. C'est vrai que Dr. King aussi, il faut qu'on le rassure. On a quelques collègues bilingues qui pourront traduire certaines questions éventuellement pour que vous soyez aussi confortable parce que ça participe aussi à un meilleur impact de votre intervention à la cible. Donc, n'hésitons pas, soyons pas très formalistes et même, comme on a la chance de ne pas se voir face à face, ne soyons pas très complexés, très timides. Posez les questions parce que pour nous, ça constitue des questionnements et même une évaluation de nos activités. Merci beaucoup, André. Chaque fois, j'ai dit, je vais pas être long, mais j'ai finalement été long. Je vous redonne la parole pour la suite avec beaucoup de plaisir et je suis là tout de suite pour que ensemble on continue. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Ça aurait été même toute une longue journée. Nous ne nous lasserons pas d'écouter en tout cas vos paroles d'encouragement et vos conseils qui orientent la jeunesse que nous constituons. Donc, c'est pour nous l'occasion de passer donc à la présentation du professeur King. Peut-être s'il a quelque chose à partager, on peut déjà tester. Jean-Louis, il a les droits de partage au cas où il a une présentation, Oui, oui, je partage. un support. Donc, le professeur l'a dit, je n'en rajouterai pas encore pour dire que c'est vraiment un plaisir pour nous d'accueillir le professeur Akebe Luther King Abia, qui est professeur de microbiologie appliquée et environnementale à l'Université du KwaZulu-Natal. C'est en Afrique du Sud. C'est vraiment un acteur très engagé dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, notamment donc dans le secteur de l'environnement. Le professeur Luther King dirige actuellement la section de surveillance moléculaire et environnementale de la résistance aux antibiotiques au sein donc de l'Antimicrobial Research Unit. Il est également fondateur et directeur exécutif de l'Environmental Research Foundation, qui est également une fondation engagée donc dans la recherche avec donc un focus sur l'environnement. Le professeur Luther King est d'origine camerounaise. Il a obtenu donc sa licence et son master de sciences en microbiologie à l'Université du Bois, c'est au Cameroun. Je crois que c'est la partie anglophone donc du Cameroun. Et il a obtenu également donc son PhD en water care avec une spécialisation en microbiologie environnementale donc à l'Université des technologies en Afrique du Sud en 2016. Il a travaillé en tant qu'enseignant-chercheur à l'Institut africain d'assainissement et de gestion des déchets du Kwame Nkrumah University of Science and Technology au Ghana entre les années 2015 et 2017, puis également en tant que chercheur associé à la Val University of Technology.
C'est vraiment un chercheur très actif avec dans son compteur plus de 150 sur la résistance aux antimicrobiens dans l'environnement et ses implications donc dans la santé humaine et animale à travers donc une approche, une seule santé. Il faut dire que le professeur est vraiment reconnu pour ses contributions scientifiques exceptionnelles, mais également son engagement donc, dans le milieu donc, de la lutte, permettant donc de comprendre, mieux comprendre les liens entre l'environnement, santé et résistance aux antimicrobiens, donc dans un contexte donc, de changement climatique global. Donc, c'est dire que c'est vraiment une chance pour nous de l'avoir cet après-midi, cet expert donc de haut rang pour nous partager sa vision sur l'approche One Health qui pourrait être utilisée pour la surveillance au laboratoire de la résistance aux antimicrobiens. Professeur Luther King, c'est un plaisir et la parole est à vous pour nous partager votre travail. Euh, hum, juste un instant, mon micro. Oh, oh là là. On vous entend bien? Vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Oh, ok. Je croyais que mon micro était sur mute. Bon, merci beaucoup vraiment pour tous les médailles. Certains, je ne les reconnais même pas, mais on va faire avec. Merci beaucoup, André. Merci, Prosper, comme je l'appelle. Merci, le professeur Abdoul. Et merci à tous les participants. Comme on l'a dit tantôt, moi, je suis de la zone anglophone. Donc, ne vous fiez pas trop aux erreurs que je vais faire, que je vais commettre lors de ma présentation, surtout que c'est la toute première fois que je présente en français. Euh, pour ne pas prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, je compte juste une brève présentation et aussi pour donner l'opportunité qu'on puisse avoir des échanges avec des questions. Rick. Donc, moi, je vais présenter aujourd'hui sur la résistance aux antimicrobiens et l'approche One Health. Et la question que je pose, est-ce que c'est un défi, ce One Health? Est-ce que c'est un défi pour les laboratoires de routine? Bon, si on commence d'abord par regarder une brève histoire qui tient toujours aussi bien, c'est quand Archimédis est sorti de sa baignoire et il courait et il criait Eureka, Eureka, Eureka. Ça fait plus de 2500 ans et aujourd'hui, Eureka que Archimédis a proclamé tient toujours de l'eau, comme on dit, et c'est toujours valable. Pour ceux qui connaissent un peu, qui se rappellent un peu de ce qu'ils ont étudié en physique, ils vont comprendre ce que Archimédis avait fait. Mais il y a de cela quelques années, presque 100 ans, que Alexander Fleming aussi a découvert quelque chose qui était les antibiotiques. Mais la question c'est, est-ce que ces antibiotiques, c'est aussi un eureka, comme l'eureka d'Archimédis il y a de cela 2500 ans? On constate que c'était eureka vraiment, c'était une balle magique. Beaucoup de gens qui partaient en guerre en ce temps pouvaient revenir à leur famille parce qu'il y avait un traitement pour leurs blessures lors de la guerre. Donc, ce qui rendait beaucoup de familles très heureuses parce qu'il y avait les gens qui revenaient, les parents qui revenaient de la guerre, qui pouvaient se faire traiter. Par contre, avant, ce n'était pas possible. Mais il y a de cela 96, 16 ans, comme j'ai dit, moins de 100 ans, est-ce que c'est encore la balle magique? Si on regarde l'histoire et la découverte des antibiotiques et la résistance qui est survenue, on regarde que après sa découverte, à partir de 1945, l'utilisation des antibiotiques s'est accrue chez l'homme et l'animal. Donc, c'est quitté de l'homme, c'est parti à l'animal et voire même l'environnement. Mais qu'est-ce qui a suivi cette utilisation? On a eu directement une augmentation de la résistance antimicrobienne en même temps, à partir de juste 3 ans après la commercialisation des antibiotiques. Et si on regarde la rame si on essaye de situer la rame dans le cadre des pandémies qu'a subi le monde, et puis on regarde, on se base seulement au 21e siècle, on va voir que
Au XXIe siècle, on a eu trois pandémies majeures. On a eu la grippe espagnole, on a eu le VIH qui est toujours là jusqu'à aujourd'hui et on a eu le Covid qui est tout récent. Essayons de placer la RAM dans ce cadre. On va voir qu'en 2019, seulement en 2019, on a eu plus de presque 6 millions de décès associés ou attribués à la RAM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que entre 2025, donc cette année où nous sommes aujourd'hui, et 2050, on estime que presque 200 millions de personnes vont mourir ou on aura 200 millions de décès associés à la RAM. Bon, j'ai essayé de faire certains calculs, je n'étais pas très bon en maths, mais quand j'ai essayé de faire certains calculs, je vois que 200 millions entre maintenant et 2050, qui fait 25 ans, si on essaye de placer ça en termes d'avion, par exemple, ça veut dire que on regarde qu'on aura peut-être, parce que si on prend un Boeing 737, par exemple, non, un Boeing 737 qui, qui a la capacité de prendre entre 500 et 550 personnes, on voit que 200 millions de personnes entre maintenant et 2050 veut dire, ça traduit à presque 385 Boeing 737. Donc, on est en train d'estimer qu'on aura presque 400 crashs de Boeing 737 entre maintenant et l'année 2050. Et quand j'ai essayé de recalculer, j'ai constaté que si on essaie de calculer ça par an, on se retrouve à presque entre 15 et 16 Boeing par mois, par an. Donc, ce qui veut dire que le problème de la RAM n'est pas simplement un problème qu'on peut parler à bouche, mais c'est un problème qui est vraiment réel. C'est une pandémie qui n'a pas de pareil, comparée aux pandémies du 21e siècle. Donc, quelle est donc la solution? Si, parce que on constate que en regardant la rame seulement peut-être dans la santé humaine, la santé animale ou la santé environnementale, on obtient une photo un peu floue, que je peux dire, comme je peux dire, donc une image un peu floue de la situation de la rame, et surtout en Afrique. Donc, ce qui veut dire que si on doit obtenir des résultats fiables, des résultats concrets et des résultats qui vont tenir à long terme. Donc, il faut qu'on puisse avoir, comme dans notre photo, où on met ces trois volets pour pouvoir supporter la rame. Et donc, mais quand on regarde à l'implémentation, parce qu'on a toujours dit One Health, on a toujours dit One Health, mais est-ce que c'est vraiment implémenté comme humain? C'est correct. Là, on sait que ça avance vraiment. La santé animale, c'est aussi correct. Mais quand on vient à la santé environnementale, il y a un manque. Ce qui veut dire que l'implémentation du One Health n'est pas complet. Et c'est d'ailleurs pour ça que le dernier congrès des Nations Unies a insisté que la RAM était un problème majeur et qu'ils ont déclaré que c'était même un problème politique. Bon, chez nous donc, et à RIUDAS, c'est-à-dire Antimicrobial Research Unit, notre approche est comment? C'est de faire la surveillance, la surveillance chez les humains, les animaux et l'environnement pour pouvoir comprendre, bon, une partie de ma diapo est en anglais, pour pouvoir comprendre quelles sont les interventions que nous pouvons prendre pour obtenir une solution durable. Et je vais donner juste deux exemples. Ça, c'est l'une des études que nous avons entreprise, c'était en 2021. Ça, c'était l'un de mes étudiants qui est aujourd'hui chef de département quelque part au Zimbabwe, dans l'Université technique au Zimbabwe. Et ici, nous avons échantillonné nous avons pris des échantillons, nous avons échantillonné de l'eau dans des usines de traitement des eaux usées. Et puis, nous avons isolé E. coli, Escherichia coli, et avec la métagénomique, le whole genome sequencing, ou bien comme on l'appelle, c'est le séquençage du génome entier de nos isolats, on a pu utiliser la bioinformatique pour voir s'il y avait une relation entre les isolats que nous avons
que nous avons obtenus de notre environnement avec les isolats provenant des animaux et provenant des hommes. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'est qu'on a vu, si on regarde dans les cadres, on voit que ici, on a eu, si on regarde par rapport aux couleurs, ici, on a eu une relation entre les isolats qui provenaient des humains et de l'environnement. Ici, on a eu les animaux et l'environnement. Et ici, on a eu, et quand on regarde partout, on va voir qu'il y a eu un lien entre nos isolats et les isolats qui venaient des trois secteurs du One Health. C'est la même chose que nous avons fait dans cette étude. Ici, c'est Dorcas Fotabo. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Elle poursuit du business après son doctorat. Nous, on a eu ici une relation entre les animaux et l'environnement. Ici, on a eu entre les hommes et l'environnement. Et je vais partager ma présentation après. Vous pouvez suivre ce lien pour plus d'informations sur nos publications, puisque je n'ai que peut-être 20 minutes. Donc, je ne vais pas pouvoir présenter la plupart des études, parce qu'il y a eu des situations où on a aussi fait des études seulement dans le secteur animal, seulement dans le secteur environnement et seulement dans le secteur humain. Mais il y a eu des études, la plupart des études que nous faisons ces derniers temps maintenant, mais tous ces trois secteurs ensemble pour pouvoir euh, avoir une image claire de la situation de la rame. Donc, quel est donc le résumé de l'interface environnementale, animale et humaine que nous faisons? Nous commençons par l'échantillonnage des trois secteurs. Donc, je viens maintenant au niveau du laboratoire. Nous commençons par notre échantillonnage et nous passons à la culture, utilisant des méthodes différentes, soit le colilert pour le E. coli, colilert, enterolert, pseudolert qui est la méthode IDEX. Nous utilisons ces méthodes parce que ça nous donne aussi des résultats fiables, mais que j'aimerais dire que c'est une méthode très, très, très chère pour certains laboratoires. Et après avoir obtenu nos isolats ici, nous passons à la PCR. La PCR maintenant, c'est parce que nous avons constaté que même des milieux de culture spécialisés n'arrivent pas à nous donner des isolats purs. Donc, il y a des fois où certains isolats ou certaines bactéries ont des caractéristiques identiques. Donc, ce qui fait que ça devient difficile de différencier ces bactéries. Donc, on passe maintenant à la PCR. PCR pour pouvoir confirmer que vraiment l'isolat que nous avons est l'isolat que nous cherchons. Et après avoir obtenu nos isolats, nous passons à la méthode de Kebby-Bauer pour détecter la résistance aux antibiotiques. Et nous utilisons, selon le projet, si on fait par exemple avec la santé animale, nous utilisons le protocole AGISA de l'OMS. Si c'est la santé environnementale, on jumelle les antibiotiques humains et les antibiotiques utilisés dans la santé animale pour pouvoir obtenir la résistance dans l'environnement. Et la santé humaine, nous utilisons les guides de l'OMS. Après avoir obtenu ça, nous purifions nos isolats et nous les passons maintenant au WGS pour le séquençage. Mais il y a des fois où nous ne nous basons pas sur des isolats purs parce qu'on veut avoir une idée totale. Ou quand je dis, OK, avant ça même, il y a des fois où on passe, au lieu de passer par Kebby-Bauer, parce que ce que nous avons découvert maintenant, c'est que, et que je vais présenter que je vais parler sur la diapo suivante, c'est que parfois, quand on quitte de la PCR, on passe au VITEC directement. Le VITEC nous donne une deuxième vérification, une deuxième confirmation avant qu'on ne passe au WGS. Et aussi, ça nous donne aussi des résultats pour la résistance, des résultats sur la résistance antibiotique. Et après avoir obtenu nos séquences du WGS, nous passons à la bioinformatique pour sortir toutes les courbes et tout ce que nous voulons connaître sur les caractéristiques de résistance de nos isolats. Mais il y a des fois où nous ne passons pas par cette méthode pour obtenir ce qu'on veut, parce qu'on veut avoir une idée générale, comme les projets que nous avons maintenant. Nous avons obtenu plus de 2400 échantillons humains et au fait, nous avons en tout 4000 échantillons de la santé humaine, animale et de l'environnement que nous avons échantillonnés. Et nous, par cette méthode, on passe par la métagénomique directement où on extrait l'ADN directement de notre échantillon et on la passe
au séquençage et puis on passe directement à la bioinformatique. Regardant à ces méthodes donc, à cette approche que nous utilisons dans notre laboratoire, il faut qu'on comprenne ici d'abord que notre laboratoire est un laboratoire de recherche. Donc, nous ne sommes pas un laboratoire un laboratoire de routine nous sommes un laboratoire de recherche. Quand on regarde maintenant, commençons par l'échantillonnage. L'échantillonnage au niveau du laboratoire de routine, c'est que on ne peut obtenir des échantillons que sur des personnes qui se présentent à l'hôpital ou bien dans un centre clinique. Ce qui veut dire que si nos sujets ne viennent pas à la clinique, on ne peut pas avoir leurs échantillons ou si on n'a pas un projet qui nous amène dans la communauté, on ne peut pas avoir les échantillons. Et nos laboratoires de routine aussi, la plupart du temps, ne se basent pas sur la santé animale ou la santé environnementale tout le temps, sauf si peut-être il y a une épidémie. La plupart du temps, c'est la santé humaine. Donc, déjà, on voit des lacunes à ce terme. Quand on passe à la culture, comme j'ai dit tantôt, même les milieux de culture hyper spécialisés, d'ailleurs nous avons vu ça dans les travaux que nous faisons maintenant, même les cultures hyper spécialisées n'arrivent pas à nous donner des isolats purs des organismes, des bactéries que nous cherchons. Il y a toujours un conflit, il y a toujours des bactéries qui se ressemblent, qui nous permettent de procéder. Et donc, ce qui vient maintenant à la PCR. Et quand on arrive à la PCR maintenant, il y a aussi d'autres problèmes maintenant qui est le coût. De même, comme le Kirby Bauer. Avec le Kirby Bauer, le problème, c'est que il faut être... D'abord, ça prend beaucoup de temps. C'est ça le truc. Parce qu'il faut... La première étape est d'obtenir les isolats, les purifier. Si notre milieu de culture n'est pas vraiment sensible, donc on peut prendre peut-être entre 3 à 4 jours pour purifier et obtenir des isolats purs. Après avoir obtenu, on doit maintenant passer au Bauer. Et le Bauer a des étapes à prendre, que nous tous, on connaît d'ailleurs. Mais on sait aussi que si, par exemple, notre milieu de culture n'a pas, l'épaisseur n'est pas exacte, n'est pas entre 20 millilitres et 25 millilitres, on risque d'avoir des résultats qui ne sont pas fiables. Donc, il y a problème de contamination, il y a problème, si notre milieu de culture est inférieur à 20 millilitres, on peut avoir des situations où on dit que notre isolat est sensible, par exemple, à un certain antibiotique, pourtant c'est faux. Donc, il y a tous ces problèmes qui viennent. Et comme j'ai dit tantôt, le séquençage est cher. Si on passe au Vitech, le Vitech aussi, ce n'est pas toujours moins cher, c'est coûteux. Donc, ce n'est pas une méthode qui va être utilisée pour tout le temps. Et une autre chose, c'est que le Vitex se limite plus aux antibiotiques qui sont utilisés dans la santé humaine. Ce qui veut dire que la plupart des temps, les antibiotiques qui sont testés qui sont utilisés dans la santé animale ne sont pas inclus dans le Vitech. Et on a le problème de la bioinformatique que nous tous nous connaissons. Des connaissances en bioinformatique ne sont pas disponibles tout le temps. La métagénomique, c'est la même chose. Donc, ce qui résume donc à quoi? Certaines méthodes prennent beaucoup de temps. Donc, quand on vient au challenge que nous avons, certaines méthodes prennent beaucoup de temps. Les patients doivent être traités rapidement. Donc, il faut qu'on ait des méthodes qui vont pouvoir informer les médecins pour prendre le traitement directement. Si on doit passer par toutes ces méthodes qui prennent du temps, le patient risque de mourir. Mais Et les méthodes génomiques sont vraiment coûteuses. Vous le savez, si vous faites le séquençage de l'autre côté, vous allez comprendre que échantillonner ou bien séquencer un seul isolat, par exemple, monte je ne sais pas à combien de l'autre côté, mais ici chez nous, si on prend euh, Escherichia coli, par exemple, ça remonte à 1200 RAN. Si je convertis en francs CFA, je vais faire fois 30. Donc, ça fait beaucoup d'argent déjà pour séquencer un seul. Et nous manquons aussi d'expertise en bioinformatique. Nous manquons de collaboration entre les scientifiques, ce qui veut dire que l'approche One Health n'est pas vraiment établie. Et dans le cadre des laboratoires de routine, je ne vais pas parler de collaboration parce qu'ils ne sont pas des laboratoires de recherche, ils sont là la plupart du temps pour des problèmes de santé humaine. Donc, le problème de collaboration avec les environnementales et les spécialistes en santé animale, c'est pas le truc.
Et aussi, nous avons besoin de la volonté politique de nos ministères ou de notre gouvernement, parce que c'est en convertissant, et c'est d'ailleurs pourquoi que, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'OMS est, qui est, comment on dit ça, je ne sais pas, politiquer la résistance antimicrobienne. Parce que si on n'a même pas cette volonté politique et rendre et pousser nos gouvernements, pousser nos ministères à voir que la rame est un très grand problème qui retarde le progrès, surtout en Afrique, ils ne vont pas avoir d'intérêt et on va rester dans les recherches que nous faisons et de la façon dont on le prend, qui ne sont pas efficaces vraiment à obtenir une vidéo, une image globale, une image générale plus approfondie de la situation de la rame. Brièvement, c'est ce que j'avais à présenter pour ce soir. J'espère que je me suis débrouillé en français. Mais ce que je veux dire, c'est que le One Health est plus complexe qu'on ne le pense. On est confus, on est insûr, on est perdu, on ne sait pas quelle approche parfois prendre. Et comme j'ai dit, un problème majeur, c'est la collaboration. Parfois, on ne sait pas comment attirer tout ce monde. Par exemple, la plupart des recherches que nous faisons n'incluent pas des chercheurs, des sociologues, par exemple. Pourtant, les sociologues pourront nous expliquer et nous dire pourquoi est-ce que les gens se comportent, comment ils se comportent envers les antibiotiques. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des lacunes. Et le One Health, comme on le dit, c'est très facilement dit, mais l'application n'est pas aussi facile. J'aimerais bien remercier les noms que j'ai cités. Ce sont des gens qui soient le directeur du laboratoire, professeur Sabia Isaac, et les étudiants qui ont pris part à l'étude. Et aussi, j'aimerais remercier la GRAM pour cette opportunité de faire cette présentation et les gens qui ont financé les projets dont j'ai présenté dans cette diapo. Merci beaucoup. J'aimerais bien prendre vos questions. J'espère que je vais pouvoir les répondre. Merci. Merci, merci et merci d'envoyer vos applaudissements virtuels au professeur Martin Luther King pour lui dire merci encore pour sa brillante présentation qui nous a tous vraiment instruits sur ce secteur de l'approche One Health dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc, je me permets de faire une synthèse rapide sur sa présentation qui a vraiment porté sur l'approche One Health où il a montré des évidences scientifiques du lien entre la résistance antimicrobienne dans les trois secteurs que sont donc le secteur de santé humaine, la santé animale et l'environnement comme support à travers des travaux donc de génomique, donc qui ont permis de montrer des liens phylogénétiques, notamment à travers donc des clades entre des souches qu'ils ont collectées à travers les travaux dans le secteur de l'environnement, mais aussi au niveau donc des hôpitaux et qui montrent que dans tous les cas, ces souches-là sont assez proches et ont des liens assez étroits. Donc, je pense que c'est des preuves palpables, irréfutables du point de vue scientifique qui nous rappellent, si besoin en était, que l'environnement est le support de la résistance et que l'homme et les animaux partagent le même environnement, donc partagent les gènes de résistance à travers donc ces bactéries. Il a présenté les travaux avec la méthodologie utilisée qui peut bien inspirer bon nombre de chercheurs ou de jeunes étudiants ici. Je vois mon ami Thibaut Armel qui est là, qui travaille également sur donc, la surveillance génomique de la résistance dans l'environnement à travers donc, également du Whole Genome Sequencing qui fait. C'est vraiment des méthodologies qui ont fait les preuves ou à travers après donc les échantillonnages, ils font donc de la culture pour pouvoir isoler donc les colonies suspectes, bien évidemment, sur des milieux sélectifs. Puis, ils passent soit par des techniques de biologie moléculaire à travers la PCR ou bien par des méthodes biochimiques d'identification que sont donc le VITEC. Ils passent par la suite à la méthode donc, du Kirby-Bowers donc pour l'antibiogramme simulé gelosé. Et enfin, ils terminent donc avec donc, du Whole
genome sequencing, qui est donc le séquençage de haut débit, qui permet donc de pouvoir détecter des gènes de résistance et par la suite construire des liens phylogénétiques avec donc les outils de bioinformatique pour pouvoir faire donc le lien entre les différentes souches qui circulent dans les différents environnements. Il a par la suite, après avoir présenté les résultats de certains de les travaux, montré les défis qui sont liés donc aux différentes méthodes, notamment les méthodes utilisées dans les laboratoires de routine, qui sont dans des méthodes généralement chronophages, alors qu'il y a le défi donc de produire des résultats qui puissent aider à la prise en charge immédiate. Mais les méthodes qui sont rapides, notamment donc les méthodes de VITEC et de biologie moléculaire, sont des méthodes qui sont assez coûteuses, qui sont assez onéreuses, ou qui, pour les méthodes génomiques, nécessitent vraiment beaucoup d'expertise. Une expertise qui n'est pas toujours présente dans les pays à développement, ou bien les ressources ne sont pas toujours disponibles pour pouvoir donc les mettre en place. Et là, enfin, terminé en relevant les défis de l'implémentation du One Health, euh, de la lutte contre la résistance de façon globale, où il a montré que il y a des efforts qui sont faits au niveau de la santé humaine, au niveau de la santé animale. L'environnement reste donc le secteur où il y a encore beaucoup d'efforts, mais au-delà de cette approche sectorielle, il y a d'autres acteurs, notamment les acteurs de la société civile, les politiques, dont leur engagement permettra de mieux donc atteindre les objectifs visés, mais aussi d'autres acteurs comme les acteurs des sciences sociales, notamment les socio-anthropologues, qui permettraient donc de mieux comprendre ce qu'il y a donc derrière le comportement des hommes, les relations vis-à-vis des antibiotiques. Alors, sans vouloir avoir la prétention de refaire sa présentation qui est très brillante, je me permets donc de m'arrêter là et vous envoyer la parole pour vos différentes questions. Le professeur va donc répondre et à la fin, on donnera donc la parole au professeur Ouedraogo également pour ses commentaires et également ses apports. Donc, ceux qui souhaitent poser des questions, vous pouvez lever les mains. On va noter 5 noms pour prendre donc une série de 5 questions et on reviendra après donc cette série-là. D'autres aussi, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. On reviendra entre-temps pour pouvoir prendre ces questions également. Donc, Jean-Louis, si vous voyez les mains, vous pouvez m'aider à prendre des noms et on va ouvrir donc les micros au fur et à mesure. Pour le moment, je ne vois pas de main de mon côté. D'accord, je vois Issoufou Ouedraogo. Donc, je Euh, note Issoufou Ouedraogo. Oui, Issa Bari. Issa Bari. Oui, donc 2 mains. Adama Sempori. Adama Sampore. Oui. Euh, Mohamed Alassane. Ouais. Mohamed Alassane. Et cinquième. OK. Pardon? Il n'y a pas de cinquième pour l'instant. Je pense que c'est OK. les quatre. D'accord. Donc, on va aller avec les 4 premiers intervenants. Monsieur Ouedraogo Issoufou, vous avez la parole pour votre question. Euh, Donc, allez-y à votre question pour nous permettre d'avoir le temps. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Merci à Dr Navalo pour vraiment cette belle modération. Merci aussi au professeur Luther pour sa présentation. En fait, ma question, c'est un peu une question de curiosité. Le professeur Luther nous a un peu montré les preuves de la relation qu'il y a entre les souches là, du côté, que ce soit du côté animal, environnemental et humain. Du coup, moi, ma question, c'est à la fin de leurs études là, la proportion en fait de résistance entre ces trois domaines. En fait, je voulais savoir c'est de quel côté on a plus de résistance. C'est du côté humain, animal ou bien du côté environnemental. Merci bien, docteur Nathalie. Merci. Donc, on prend la question de Issa Bari.
Ok, OK. merci. Merci, cher Bon, présentateur. s'il vous plaît, est-ce qu'on va prendre toutes les questions et puis OK, OK. et puis OK. vous allez Lequel reprendre les questions puis je vais répondre. vous Bon, vous faites comme préférez ça. répondre au fur et à mesure? Je peut-être, bon, non, prenez toutes les questions d'abord, prenez toutes les OK. questions. Merci. OK. Ok, merci. C'est par rapport en fait à la résistance antimicrobienne. Bon, on sait que l'un des plus grands volets, c'est l'usage abusif des antibiotiques dans le secteur animal. Donc, je voudrais savoir quelles sont vraiment les raisons qui sous-jacentes de cette utilisation abusive, parce que souvent, j'ai vu qu'au-delà du, comment dirais-je, au-delà du curatif, on utilise aussi l'antibiotique comme pour la productivité, pour booster la productivité. Donc, j'aimerais savoir dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il en est. Deuxièmement, la question de la résistance antimicrobienne, de ce que j'ai vu, étant médecin en santé publique en début de carrière, je constate que d'où on a vraiment connaissance du problème, au niveau où on a la connaissance du problème et ça nous alerte, et le volet où les décisions, comment les actions peuvent être vraiment implémentées, il y a un gap. Il y a un gap. Pourquoi je le dis? Parce qu'on sait tous que c'est au niveau de l'interface du système de santé et la communauté que ces antibiotiques-là sont utilisés. Maintenant, euh, nous, nos initiatives que nous faisons pour prévenir cette résistance antimicrobienne et tout ce que nous pouvons en dire, tant que les personnels de santé ne sont pas alertés dans ce sens-là, est-ce que vraiment notre lutte peut donner? Et nos communautés, quand nous prenons dans notre milieu, les communautés sont peu instruites. Donc, très souvent, les gens font de l'automédication à tout vent. Ils commencent les traitements antibiotiques, ils ne terminent pas. Donc, tout ça, on sait que c'est ce qui favorise les résistances antimicrobiennes. Donc, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là pour que vraiment ces stratégies qui sont prises puissent avoir vraiment une implémentation concrète sur le terrain avec OK. l'implication des agents en première ligne et la communauté. Merci. Merci, Monsieur Barry, pour vos commentaires. Est-ce que vous pouvez résumer vos principales questions pour permettre à notre intervenant de pouvoir les répondre clairement? Il y a une bonne partie qui sont des commentaires, mais quelles sont vraiment vos principales questions? Monsieur Issa Barry? OK. OK. Donc on Oui, passe à... monsieur Barry, vous pouvez déactiver le micro. Il avait désactivé son micro. Je lui donne la OK. parole. Non, ma question, c'est au niveau du secteur animal, quelles sont Oui. les raisons de l'utilisation de plus en plus fréquente des antibiotiques? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, c'est au niveau de l'implémentation des stratégies pour parer à la rame. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la première ligne, au niveau des agents de première ligne et de la communauté, vu qu'on sait que c'est là que le problème se pose? Merci. OK. Merci. Merci à vous. Donc, nous donnons la parole à Monsieur Adama Sempouré. Est-ce que monsieur Adama Simpoué peut lever la main pour que je lui donne la parole? Parce que je ne le vois pas. Ok, c'est à vous. OK. Excusez, Donc, si c'est Adama un peu Sempouré n'est pas à côté, oui. c'est Oui. OK, allez-y. maintenant. Je remercie tout le monde pour les différents acteurs qui ont contribué à la tenue de cette conférence. Voilà. Récemment, je suivais un webinaire également sur l'action des jeunes dans le sens de la lutte contre la résistance antimicrobienne. Ouais, je me posais la question, à quel niveau se trouve le Burkina dans cette, euh, dans ce groupe-là. C'est un réseau, c'est de l'OMS, voilà, et qui a ce que des actions au plus bas niveau, au niveau des écoles, au niveau des marchés, que l'on puisse parler couramment de cette résistance antimicrobienne. Je me dis peut-être que ce cadre va permettre de toucher cette cible aussi, peut-être. Voilà. Pour venir à ma question, j'allais rejoindre les deux prédécesseurs, mais je suis beaucoup plus
intéressé de savoir et au niveau des secteurs animal et du secteur de l'environnement. Est-ce qu'il y a des guides qui sont disponibles au niveau de l'OMS ou ailleurs pour orienter un peu l'utilisation des, des antibiotiques? Et effectivement, on constate que c'est un laisser-aller. Et de plus en plus, on fait que changer permanemment les antibiotiques. Parfois même, c'est des acteurs du domaine même qui s'en vont chercher leurs antibiotiques comme ils le veulent. Bon, heureusement qu'il y a la centrale d'achat des médicaments vétérinaires qui viennent d'être ouverte au Nord-Burkina. Peut-être que les responsables en charge vont peut-être guider un peu l'utilisation aussi. Donc vraiment, je me demande, est-ce qu'il y a des guides qui sont disponibles dans ces secteurs-là pour orienter l'utilisation? Et ma deuxième question aussi, c'est à le stade où nous sommes, est-ce que on doit toujours se focaliser dans la surveillance ou bien nous devrons passer actuellement des perspectives thérapeutiques nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles initiatives pour parer à cette résistance. Parce que le constat est que la résistance est là. Mais qu'est-ce qui est prévu actuellement pour pouvoir répondre à cette situation que nous vivons? Merci. OK, merci. Merci beaucoup à Monsieur Adama. On termine avec Monsieur Mohamed Alassane. Donc, merci d'être bref sur vos questions pour permettre à notre conférencier de pouvoir au mieux les répondre. Merci. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc, moi, c'est Dr Alassane Alaouen Mohamed. Je travaille actuellement à l'hôpital général de référence de Niamey, au Niger. Donc, je remercie beaucoup professeur pour sa brillante présentation. J'ai beaucoup appris sincèrement de lui, de sa présentation. Donc, vraiment, il a parlé, il a dit la vérité parce que il a dit que les expertises manquent beaucoup en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ça qui me pousse aussi à poser une question pour savoir, c'est-à-dire à la recherche des experts et avoir les financements possibles. Parce que moi, je vous avoue, je suis de la santé humaine. Donc, je voulais savoir quels sont les organismes qui financent les recherches animales et environnement et comment accéder à ces financements. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup de projets à mon niveau, mais jusque-là, je n'ai jamais reçu un financement. Je ne sais même pas comment il faut avoir. On a beaucoup de projets, la jeunesse, mais on n'a pas accès au financement. On ne sait même pas ces financements sont à quel niveau, on n'est pas informé. Donc, je profite de cette occasion avec le professeur de nous parler un peu de comment on peut accéder à ces financements. Donc, deuxièmement, comme il a dit aussi que les expertises manquent, donc pour élargir un peu la recherche sur la rame, professeur, je voulais savoir, est-ce qu'il peut y avoir une formation de la jeunesse africaine, donc de l'Afrique de l'Ouest plus précisément, pendant les travaux de recherche que vous réalisez? Parce que vous êtes en avant un peu sur nous autres. Voilà, pendant vos recherches dans vos centres de recherche ou dans vos formations de recherche. Voilà, donc, troisième et quatrièmement, c'est des préoccupations, s'il vous plaît, c'est de partager à la fin la présentation PowerPoint, si possible aussi la vidéo, pour qu'on puisse vraiment regarder, lire et assimiler très bien l'information que le professeur vient de nous partager. Je vous remercie beaucoup. OK, merci beaucoup à nos différents intervenants pour les questions.
Donc, professeur Luther, on va essayer donc d'y aller. Docteur, je pense qu'il y a quelques questions dans le chat. Oui, on va y aller, ça fait déjà beaucoup. OK, On va le laisser répondre et puis on prendra les questions dans le chat comme étant la deuxième série, d'accord, avant pas de donc souci. Merci. que le professeur Dragon intervienne. Oui, OK? professeur Luther, vous avez pu noter certaines des questions, on pourra vous aider, n'hésitez pas. S'il y a Oui, oui. certaines que vous voulez qu'on aide à mieux préciser. Bon, si je ne réponds pas à une question, vous pouvez Ouais, me OK. rediriger. Bon, la première question, c'est la question du docteur Issoufou, si je ne me trompe pas. Euh, et il demandait où on a plus de résistance antimicrobienne, soit dans l'environnement, les animaux ou euh, les humains. Bon, on n'a pas une idée fixe de ces proportions. Pourquoi? Parce que le volet environnemental est encore sous-étudié. Donc, on n'a pas encore assez de données dans le volet environnemental. Bien sûr qu'on présente des résultats concernant l'environnement, mais on n'a pas, par exemple, maintenant, on ne peut pas quantifier. On connaît, par exemple, que si on n'arrête pas la résistance antimicrobienne dans la santé humaine, par exemple, ou bien la résistance antimicrobienne en général, on se retrouve à peut-être 100 milliards de dollars qui vont être perdus chaque année entre maintenant et 2050. Mais maintenant, quand on regarde dans le volet environnement, environnemental, on commence à se poser la question, quelle est la contribution exacte de l'environnement envers la rame? Et la raison pour laquelle nous n'avons pas une contribution exacte de l'environnement, c'est que la recherche dans le domaine de l'environnement n'est pas encore bien élevée comme la recherche en santé animale ou la recherche en santé humaine. Et une autre raison aussi pourquoi on a moins d'études à l'environnement, c'est parce que l'environnement est plus complexe qu'on ne le croit. Par exemple, chez les humains, on peut dire, bon, comme ce que l'OMS a demandé maintenant, à créer la liste AWARE des antibiotiques, où on a des antibiotiques ou de première ligne, où il faut utiliser seulement ceux-ci, seulement en cas d'urgence, on peut prendre tel. Dans la santé animale, on a interdit l'utilisation de certains antibiotiques. On a même, voire même, en Europe, par exemple, ils ont retiré les antibiotiques complètement dans l'agriculture animale. Mais dans l'environnement, on a plus de facteurs. On a non seulement les produits pharmaceutiques qui entrent dans l'environnement, parce qu'on comprend d'abord que le problème qu'on a concernant la rame dans l'environnement n'est pas parce qu'on utilise les antibiotiques et tous ces trucs dans l'environnement. Bien sûr qu'en agriculture, par exemple, on utilise certains produits, mais la plupart du temps, c'est que ce sont des déchets qui viennent de la santé humaine et de la santé du volet humain et du volet animal qui entrent dans l'environnement et créent ce problème. Mais à part ça, on a aussi, par exemple, des métaux, on a le changement climatique, on a d'autres facteurs qui ne peuvent pas être quantifiés comme on peut quantifier le taux de résistance au niveau des humains. Donc, ça devient donc difficile de dire on peut dire exactement que le volet animal contribue plus que le volet humain, que le volet environnemental. Et aussi, ça va dépendre d'où on se trouve. Si je prends en Afrique du Sud, par exemple, ou bien dans des pays développés, en Afrique du Sud, parce que je suis ici, ou dans d'autres pays développés que j'ai eu à visiter, où la prescription des antibiotiques, par exemple, quand je dis contrôlé, c'est hyper contrôlé. Ici, en Afrique du Sud, acheter les antibiotiques, c'est comme, par exemple, si on n'a pas de prescription, si on n'a pas une prescription, ça devient très difficile. Bien sûr qu'il y a le marché noir, mais ce n'est pas comme au Cameroun. Je suis allé au Cameroun, par exemple, et je suis entré, j'ai acheté des antibiotiques de plus de 11 000 du franc CFA, et personne ne m'a demandé d'ordonnance. Vous voyez un peu. Donc, aussi maintenant savoir est-ce que c'est la santé humaine ou c'est la santé animale ou c'est l'environnement va dépendre d'où on se trouve. Est-ce que vous voyez un peu d'où on se trouve? Donc, peut-être au Cameroun maintenant ça va être différent, peut-être au Burkina ça va être différent. Et si on prend des pays où l'agriculture ou bien l'élevage est vraiment élevé et que les antibiotiques sont utilisés, on va peut-être dire que c'est l'élevage qui contribue plus. Donc, on ne peut pas avoir une idée exacte, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien entre les trois. Je ne sais pas si je réponds à votre question là-bas. Bon, mais vous êtes libre de poser une autre question hein, si je ne vous réponds pas clairement.
Et si on passe je peux passer à la deuxième question, à la deuxième, docteur Issa, si je ne me trompe pas. Oui, tout Et, à fait. Allez-y. oui. Euh, et il demande qu'est-ce qu'il dit, ce qui cause l'utilisation des antibiotiques dans la santé animale. Bon, quand on regarde au côté le volet animal, ce ne sont même pas les vétérinaires des animaux de compagnon, comme nos chiens que nous avons à la maison. Non, ce sont des animaux, c'est l'élevage pour, à terme commercial. C'est l'élevage à terme commercial et en grande quantité. Maintenant, la méthode dont nous utilisons maintenant pour l'élevage, qu'on utilise plus parce qu'il faut produire vite, la demande en chair, la demande de chair, de la chair ou quoi, la viande, les produits laitiers, les poulets de chair et tout ça. La demande, il y a une croissance terrible. Comme je peux le dire, comme on dit au Cameroun, il y a une croissance terrible dans ce domaine. Ce qui veut dire que il y a une pression sur les éleveurs pour qu'ils produisent les animaux. Mais il n'y a pas assez d'espace pour mettre ces animaux. Donc, ils construisent des enclos où ils mettent tous ces animaux. Maintenant, mettre 1000 poulaillers, par exemple, dans une chambre où ils n'ont même pas, où ces poules n'ont même pas d'espace pour se déplacer, crée un stress dans les animaux. Mais maintenant, regardez quelqu'un qui a, comme ici, par exemple, quelqu'un qui a dans son champ d'élevage, il a 10 maisons. Chaque maison a 1000 volailles. Et on monte à combien? On monte à peut-être 100 000 ou 10 000, n'est-ce pas? Maintenant, tous ces animaux sont placés dans une petite case. Parce qu'ils sont stressés, ça ouvre les portes aux maladies. Trouver une seule poule dans 1000 poules qui est malade devient tout un problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas trouver la seule poule qui est malade. La seule chose, c'est quoi? Donnons des antibiotiques à tout le monde. Tant que tout le monde prend les antibiotiques à terme prophylactique, on n'a pas de problème. Donc, vous voyez maintenant que les éleveurs veulent tout faire pour ne pas perdre les animaux et aussi pour maintenir leurs gains. Bien sûr qu'on est en train de parler de la biosécurité aujourd'hui, on dit, oh non, il faut arrêter l'utilisation des antibiotiques, mais quelle est l'alternative qu'on donne à ces gens? On leur présente une solution, on leur présente ce qui est mieux, mais on ne leur donne pas l'alternative. On ne leur dit pas que pour cette biosécurité, si vous retirez les antibiotiques, voici ce qu'il faut faire. On dit seulement la biosécurité est mieux, la biosécurité est bien, et tout. Mais si vous retirez les antibiotiques, comment est-ce que vous allez gérer le reste? Vous voyez que ça devient un peu, c'est comme on dit en anglais, c'est un catch-22. Vrai, la biosécurité et d'autres méthodes vont permettre l'élévation de ces animaux sans l'utilisation des antibiotiques, mais on risque aussi de perdre nos animaux, donc on préfère utiliser les antibiotiques. Vous voyez maintenant que là, ça devient un peu difficile. Donc c'est ça qui pousse, les animaux deviennent malades parce ils sont mis tout ensemble dans un très petit espace. En Afrique du Sud, en Europe, ils ont déjà retiré. En Afrique du Sud, ils ont lancé, je crois que c'était en 2000, l'année passée ou 2021, ils ont lancé un projet où ils ont décidé que tout antibiotique qui entre en Afrique en Afrique du Sud pour l'utilisation chez les animaux, tout produit qui entre en Afrique du Sud pour le traitement, pour les animaux, ne doivent plus porter l'étiquette qui dit promoteur de croissance. Parce que c'est ça un autre problème. Les compagnies pharmaceutiques envoient des antibiotiques et ils écrivent sur des antibiotiques que ce sont des promoteurs de croissance. Ce qui veut dire que quand l'éleveur prend ce produit, il regarde l'étiquette, il dit, merde, vraiment, si j'utilise ce produit, mes animaux vont vite grandir. Mais c'est un mensonge. Donc ici, maintenant, ils ont décidé, si un produit arrive avec cette étiquette, ce produit n'obtient pas une licence de vente. Et ce que ça a engendré ici maintenant, c'est que l'utilisation des antibiotiques baisse vraiment, c'est en train de baisser significativement dans l'utilisation dans la santé animale est en train de baisser. Donc, il y a tous ces thèmes et ils sont aussi entrés en collaboration avec, ils ont eu des agréments avec ces compagnies pour dire, vous allez retirer volontairement, mais si vous ne retirez pas, on vous bloque. Donc, maintenant, la solution là, si on veut éviter ça, c'est qu'il faut beaucoup d'espace. Pour nous, en Afrique de l'Ouest, on a encore beaucoup d'espace.
on peut toujours le faire. Mais aussi, est-ce que c'est possible toujours? Surveiller les animaux dans un plus grand espace et les suivre tout le temps que de suivre dans une maison où on peut. Donc, vous voyez que le stress de l'élevage intensif est ce qui engendre l'utilisation massive. Et aussi le mensonge que les sociétés pharmaceutiques, la plupart du temps, nous disent que ce sont des promoteurs de croissance, poussent les éleveurs à croire qu'il faut absolument utiliser les antibiotiques. Deuxièmement, il dit, dans la santé humaine, si la communauté et c'est la communauté, n'est-ce pas? Oui, il a dit si la communauté. Yes, 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 yes. La deuxième question, c'était quoi encore? Le personnel médical et la communauté. Oui. Ça, c'est un autre problème. Comme on a dit, on peut, bon, si on part du point formel, déjà, si on part du point formel, on sait que nos médecins, nos aides-soignants et tout à l'hôpital sont formés. Ils connaissent qu'il ne faut pas prescrire les antibiotiques pour la grippe, par exemple. La communauté aussi, parfois, ils le savent. Mais ici, en Afrique du Sud, c'est possible, quand permettez que je compare toujours l'Afrique du Sud avec d'autres. Ici, en Afrique du Sud, par exemple, c'est possible qu'on puisse gérer cette affaire. Comment? Le fait que quand des gens vont à l'hôpital et ils sont euh, diagnostiqués peut-être de la grippe ou de quoi, tout se passe ici et on leur donne une ordonnance et ils vont à la pharmacie de l'hôpital prendre ces médicaments gratuits. Vous voyez que parce que le traitement est gratuit, presque au trop, c'est la consultation qui va monter au trop peut-être à 2000 rand, 2000 francs CFA si je convertis 2000 à 2500 francs. Donc, une femme peut carrément entrer dans un hôpital ici, elle est enceinte, elle passe de l'admission jusqu'à l'accouchement, jusqu'au traitement et jusqu'au suivi sans payer. Vous voyez que parce que leur gouvernement a pu coordonner cette affaire et gérer ça bien d'une manière que les assurances médicales et autres choses couvrent les coûts médicaux, ça devient plus facile de prévenir l'utilisation l'utilisation non contrôlée au niveau des hôpitaux, au niveau de la communauté. Par contre, chez nous au Cameroun et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, c'est difficile. Vous savez ce qui se passe quand on part dans nos hôpitaux. Parfois, c'est même pas facile d'arriver et voir le médecin d'abord. Et quand on voit le médecin, je n'ai rien contre les médecins, mais je parle selon. Mais c'est difficile de voir. Et parfois, quand on sort, le coût des médicaments sont tellement élevés. Vu le niveau de vie de l'autre côté et les salaires qui ne sont pas très agréables, les gens sont forcés maintenant d'aller dans les rues. Vous savez ce qui se passe dans nos carrefours et les médicaments sont vendus comme des beignets sur la tête ou des bananes mûres. Vous voyez que les gens font recours à ces méthodes, ces méthodes maintenant parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc, bien sûr que on ne peut pas vraiment, comment je peux dire ça? Bien sûr que c'est la réalité sur le terrain, mais je crois aussi que si on continue à parler, c'est avec du temps. Il ne faut pas qu'on oublie aussi que la RAM, il y a de cela peut-être 10 ans, ce- tout ce qu'on a maintenant sur la RAM, il y a cela 10 ans, on ne savait pas. On ne savait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur la RAM, mais au fur et à mesure qu'on a plus de connaissances sur la RAM, au fur et à mesure qu'on on a plus de résultats de recherche, on peut aussi continuer à sensibiliser la population. On peut continuer à sensibiliser la population. On peut continuer à sensibiliser même nos personnels médicaux. Et je crois que de ce point, on va pouvoir obtenir des résultats fiables de ce côté et peut-être obtenir une réduction de l'utilisation non contrôlée. L'une des choses aussi qu'il faut faire, c'est pour cela que je disais que si on peut amener nos ministères et la politique à l'intérieur, dans la rame, on va voir que si on contrôle l'entrée des produits dans nos pays, on va contrôler le marché noir. Parce que c'est aussi ça un autre problème. On ne peut, c'est pas vraiment contrôlé. N'importe qui entre n'importe comment. Les ports d'entrée sont vraiment, euh, comment je peux dire, on dit en anglais, poros, sont vraiment, quoi, et
toute personne peut entrer par la route, par n'importe comment, avec des médicaments et des médicaments parfois non contrôlés. Là, vous faites, quand je dis parfois, la majorité du temps non contrôlés. Donc, si on peut aussi avoir la contribution et l'appui du gouvernement, ça devient plus facile. Euh, si on passe au docteur, je ne sais pas si j'ai répondu au docteur Issa, il peut toujours continuer à poser sa question. Docteur Adama, est-ce qu'il y a des guides pour l'utilisation des antibiotiques chez les animaux et l'environnement? Comme j'ai dit, l'environnement, vraiment, c'est pas le problème de l'environnement provient de la santé humaine, de l'utilisation chez les humains et dans le volet animal. Donc, si on peut contrôler dans ces deux volets, c'est bien possible qu'on puisse contrôler au moins dans l'environnement. Parce que le problème que nous avons dans l'environnement maintenant est causé par ces deux volets. Et pour ça, pour la santé animale, comme j'ai dit, il y a le protocole AGISA que nous avons utilisé dans nos projets. Et la santé humaine, nous connaissons, il y a la liste AWARE qui indique comment est-ce que les antibiotiques doivent être utilisés chez les humains. Donc, je crois que là, il y a des guides qui peuvent contrôler, mais dans l'environnement, il n'y a pas de guide. Il y a eu, je crois, c'est le PNEC qui dit, on appelle ça en anglais, c'est Predicted No Effect Concentration, qui dit que si les antibiotiques sont déchargés, surtout à partir des usines de traitement des eaux usées, si c'est le taux ou la concentration est à un certain niveau, donc il n'y a pas de problème. Et si c'est au-delà de ces concentrations, il y a problème. Mais nous avons testé ça dans nos laboratoires et nous avons testé des concentrations au-delà, en dessus de ce qu'ils ont dit, mais nous n'avons pas vu de problème. Ce qui veut dire que dans l'environnement, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas avoir des réponses très exactes et très facilement. Et aussi, where do we have do not still... OK, est-ce qu'on doit passer à l'action? Est-ce qu'on doit continuer à parler de la surveillance? Est-ce qu'on doit passer à l'action? Je dis oui. Déjà, en disant déjà que la rame devient un problème politique, ça c'est déjà l'action. Quand les Nations Unies et l'OMS ont dit que ça devient un problème politique, maintenant les gouvernements voient l'importance d'introduire cette dans tous les projets qu'ils vont faire et ça va pousser le financement et ça va créer un budget. On va pouvoir créer un budget dans nos budgets annuels qui va guider, qui va aller vers la rame. Mais on ne peut pas dire qu'on a assez. Par exemple, dans le volet environnemental, vous allez voir que là, on a encore besoin de la surveillance parce qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Donc, bien sûr, on passe à l'action, mais la surveillance reste efficace. La surveillance reste un point majeur à suivre si on doit vraiment avoir des résultats concrets. Et puis, je passe au docteur Mohamed. Le financement de la recherche animale et environnementale, vraiment, là, ça devient difficile. Nous, en Afrique du Sud, le gouvernement finance vraiment beaucoup. La majorité, je peux dire 90% de notre financement de recherche vient de l'État sud-africain. On a peut-être entre 10 et 20% qui viennent de l'extérieur. Mais de l'extérieur, on a le Wellcome Trust, bien sûr qu'ils sont aussi plus euh, santé humaine, mais ils financent aussi dans la santé animale, surtout si on passe à l'approche One Health. La plupart de ces fondateurs, comment on appelle? Ce sont euh, comment on appelle les gens Et qui c'est donnent le... bailleur, Des bailleur. bailleurs, des bailleurs de fonds. La plupart de ces bailleurs sont plus humains, mais quand on apporte un projet qui parle de la rame dans le volet animal et le volet environnemental et l'impact sur la santé humaine, là, on a le financement. Mais si on vient seulement volet animal, volet environnemental, sans voir l'impact sur les humains, là, la plupart du temps, ils ne vont pas financer. Donc, il faut toujours qu'il y ait ce lien. Et c'est pour cela que le One Health devient très important. Et can there be training? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Mais là, le challenge, la deuxième question était de savoir si on peut avoir des formations, surtout des jeunes de l'autre côté. C'est bien possible. Il suffit d'abord de créer des collaborations, établir des MOU, comme on dit, Memorandum of Understanding, avec euh, les institutions à l'extérieur. Et je crois qu'à partir de là, c'est bien possible. Par exemple, maintenant, nous avons
le docteur Loria et le docteur Founo Karel qui sont au Cameroun avec qui on travaille. Et, et ils envoient des isolats de ce côté pour le séquençage. Et on a beaucoup de personnes qui viennent de ce côté pour des visites. Si le projet que nous avons nous permet de financer des visiteurs, là, c'est possible. On a des projets de financement ici, par exemple, qui donne la possibilité d'inviter des chercheurs des pays africains ou de l'extérieur pour venir passer du temps ici. Donc, il y a tous ces organismes qui sont en place. Donc, tout ce qu'il faut faire d'abord, c'est trouver des gens avec qui on veut travailler, discuter avec ces gens et une autre chose que j'ai dit qui peut créer une bonne opportunité pour cette formation, c'est de lancer des projets, des demandes de bourse pour des projets multi-pays. Si je mets un projet, par exemple, comme il y a le Grand Challenge qui vient avec Bill Gates, et il y a un projet qui parle, qui va être peut-être effectué entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Ils aiment des projets comme ça. Et maintenant, avec ces projets, on a possibilité d'échange d'étudiants et de chercheurs entre les pays pour pouvoir bénéficier de ces recherches. Et oui, le PowerPoint va être partagé avec. Je vais envoyer le PowerPoint et je crois le docteur et André va pouvoir vous le donner. Merci. Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas répondues? En tout cas, ce que j'ai noté comme question et qui semble être SIA, je crois que c'est le docteur Adama Semporé qui demandait s'il y a des nouvelles initiatives de traitement, ou bien s'il y a je crois qu'il veut parler des perspectives actuellement. Est-ce qu'il y a des recherches qui portent sur de nouveaux médicaments ou des nouveaux moyens, en tout cas, de traiter les bactéries multirésistantes, juste pour mieux préciser cette question. Oui, il y a beaucoup d'initiatives, mais depuis 2017 jusqu'à présent, je crois qu'il y a je crois que c'est un seul antibiotique qui a été, et qui n'est même pas encore dans le marché parce que c'est encore en phase de test, si je ne me trompe pas. Mais depuis cette période jusqu'à présent, on n'a pas encore de nouveaux antibiotiques. Mais il y a des recherches, par exemple, dans mon université, il y a tout un groupe qui travaille comment on dit, main et pieds liés pour trouver des nouveaux produits. Les gens passent plus à la euh, comment on appelle phyto, quoi, médecine, pour trouver des produits qui vont pouvoir être utilisés. C'est là, il y a beaucoup, mais c'est que, comme je dis, chaque fois qu'on trouve un produit, on veut tester. Il faut qu'on comprenne d'abord que ce produit n'a pas d'impact, n'a pas d'effet secondaire sur les humains pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, il y a ces recherches beaucoup de pays travaillent sur ces recherches et aussi maintenant avec, comment on appelle ça, l'intelligence artificielle. Beaucoup de projets que nous faisons ici, pas mon laboratoire, mais les laboratoires qui sont à côté, ils font plus dans le docking, molecular docking, pour pouvoir développer les molécules à partir de l'ordinateur. Et quand ils développent ces molécules, ils passent maintenant au laboratoire pour obtenir ces molécules et tester. Donc, il y a tous ces projets qui se déroulent et il y a beaucoup d'initiatives, mais c'est pas, nous n'avons pas encore de solutions concrètes par rapport à la découverte des nouveaux antibiotiques. Ok. Merci beaucoup. Je crois que vous avez épuisé l'ensemble des questions qui ont été posées oralement. Maintenant, je ne sais pas si vous avez accès au chat. Il y a des questions qui y sont. On va essayer donc de les répertorier pour vous. Il y a Noël Tiambiano qui demande qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous prenez en compte la faune sauvage, les chauves-souris rongeurs pour la recherche donc de souches et l'antibiogramme? C'est une question de Noël Tiambiano. Je crois que c'est la toute première. Vous préférez que je les répertorie ensemble pour vous ou vous avez accès au chat? Prof Luther, vous êtes avec nous? Oui, 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 je disais que j'ai accès au chat. J'ai oublié que mon micro était. J'ai accès au chat, mais je ne vois pas la question. D'accord, On a je dit la reprends pour des vous. chauves-souris. Il demande si la faune sauvage est concernée donc par vos travaux de recherche, comme cela fait partie
de l'environnement ou de la santé animale? Est-ce que les chauves-souris, les rongeurs, est-ce que cela est J'ai, pris en compte? euh, oui, 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 c'est pris en compte, mais maintenant, nous faisons plus où il y a plus d'impact. Les chauves-souris et les rongeurs, ils sont plus en forêt et il y a moins de liens avec les humains. Bien sûr que nous sommes en train d'entrer maintenant dans leur univers aussi et puis on s'expose. J'ai fait une étude que je n'ai pas encore publiée d'ailleurs, où j'ai décidé, je suis allé échantillonner des éléphants dans, dans une réserve naturelle. Et j'ai vu qu'ils avaient, ils ont des gènes de résistance, donc des gènes de résistance contre des antibiotiques que nous utilisons. Pourtant, ces animaux ne sont pas traités. Donc, il y a des recherches que je suis encore en train de travailler sur certains dossiers administratifs pour pouvoir publier ces données. Donc, il y a tous ces trucs qui sont tenus en compte, mais on regarde où il y a plus d'impact, où on utilise plus des antibiotiques, parce qu'on a dit que c'est l'usage abusif de ces antibiotiques qui entraîne plus la rame. Et l'usage abusif, c'est dans les animaux de chair ou bien l'élevage à terme commercial. Donc, c'est un peu ça. Merci. Je ne Il sais y pas a une autre si je réponds à sa question question. de... Oui, parfaitement. Il y a une autre question de Dany Clovis qui demande quelles sont les leçons que l'on peut tirer d'autres pays ayant mis en œuvre avec succès l'approche One Health dans la lutte contre la rame. Voilà. La deuxième question de Clovis, on va la réserver au professeur Ouedraogo qui viendra après. Donc, professeur Luther, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous connaissez des expériences de pays qui ont mis en œuvre la lutte contre la rame selon donc l'approche One Health et qui est un modèle euh, de succès? Une chose, je sais, moi je dis une chose que je peux dire, c'est des pays sont en train de réussir. J'étais en Suède en 2022 lors de la conférence EDA et j'ai aussi passé un mois au Canada l'année passée où j'ai essayé de voir ce qu'ils faisaient de l'autre côté et je dis, ces pays développés sont vraiment avancés. Par exemple, j'ai parlé de l'environnement. Quand je parle de l'environnement, je parle de l'eau, je parle de la terre. On n'a même pas parlé de l'air. Vous voyez un peu, on n'a pas parlé de l'air. Pourtant, la santé, les maladies respiratoires sont en deuxième quand on regarde les causes de mort, surtout chez les jeunes en Afrique. Donc, les maladies respiratoires sont en deuxième position. Donc, on n'a même pas parlé de l'air. Donc, ces pays sont avancés, qu'ils ont déjà ils ont pris en considération tous ces volets et ils ont le support et l'appui. Par exemple, quand j'ai visité le professeur Caroline Duchesne, elle a des projets de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, ça ne se trouve pas chez nous. Donc, je crois que en regardant ce qu'ils ont fait, et mais sans oublier que l'Afrique a un terrain unique. Parce que là, ils ont des pays, ils sont dans des pays développés où tout est organisé, mais la majorité de nos pays, surtout l'Afrique subsaharienne, il y a encore, comme je peux dire entre guillemets, un désordre dans l'organisation de la plupart des choses. Ça devient un peu difficile de coordonner tous ces trucs. Mais je dis, comme ça devient plus un problème politique maintenant, je crois qu'on peut commencer à s'appuyer sur les expériences qu'ils ont fait en regardant les publications qu'ils ont, en regardant quand je dis les publications, je ne dis pas seulement les publications techniques, il y a les publications scientifiques, il y a des publications techniques qu'ils ont sorties, il y a des brochures qui sortent pour pouvoir apprendre ce qu'ils font. Et moi encore, comme je dis, c'est de s'approcher de ces gens, de s'approcher des chercheurs qu'on peut reconnaître de l'autre côté pour voir ce qu'ils font. Par exemple, quand je suis allé au Canada, c'était c'était pour une formation sur le séquençage, sur l'échantillonnage de l'air et de l'isolation des bactéries à partir sur des échantillons d'air.
Et comment ça s'est produit? J'ai simplement écrit au professeur Duchesne, j'ai vu son travail, je l'ai écrit, et on a communiqué, et elle a dit, les portes sont ouvertes, tu peux venir, et ils ont financé avec le support de l'Afrique du Sud aussi. Donc, je crois qu'il faut qu'on s'approche plus de ces pays développés. Bien sûr qu'il y a certaines méthodes qui vont être un peu difficiles, comme maintenant on parle plus du wastewater-based epidemiology, donc qui est l'épidémiologie à partir des usines de traitement des eaux usées. Là, c'est une méthode qui vient maintenant, c'est une méthode d'épidémiologie qui est plus avancée, qui nous permet de savoir ce qui se passe dans la communauté sans toutefois aller dans la communauté. Parce que si on a un point central où tous les déchets humains arrivent, c'est possible d'échantillonner là-bas et savoir ce qui est dans la communauté. Mais si maintenant nos pays n'ont même pas ces usines, où tout le monde a une fosse septique, ou bien des toilettes comme on fait connecter par exemple aux rivières, ça devient un peu difficile. Donc, bien sûr, il y a ces leçons, mais ce ne sont pas toutes ces leçons que nous allons pouvoir appliquer. Par exemple, je vais présenter sur ce thème à Dubaï dans 2 semaines. Je vais être là-bas, ou bien, oui, je vais être à Dubaï dans 2 semaines, où il va falloir que je présente, parce que je veux présenter ça et pour pouvoir montrer que en Afrique du Sud, en Afrique, c'est différent. Bien sûr qu'on évoque ces méthodes, on évoque le One Health, on évoque tout ça, mais il faut qu'on comprenne qu'en Afrique, c'est un peu difficile, surtout l'Afrique subsaharienne. Et il faut que chaque fois qu'ils envoient le financement, parce que c'est aussi ça un autre problème, chaque fois qu'ils envoient un financement, il ne faut pas qu'ils nous mettent des thèmes ou bien des conditions très, très strictes pour dire non, voici ce qu'on veut, voici ce qu'on veut, voici ce qu'on veut, parce qu'en Afrique, c'est différent. La plupart des temps, les thèmes qu'on nous donne sont des thèmes qui sont applicables de l'autre côté, mais pas chez nous. Donc, il faut aussi que, comme je dis, toute cette collaboration avec l'extérieur va nous permettre de comprendre plus comment est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes et ces approches en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question donc de euh, Dr. Tengueri, bienvenue, qui demande est-ce qu'il y a des initiatives pour inciter la recherche et le développement de nouveaux antibiotiques, étant donné qu'on connaît le modèle économique des antibiotiques où les nouveaux antibiotiques sont automatiquement classés comme étant des antibiotiques de recours. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des fonds qui incitent à la recherche de nouveaux antibiotiques? Peut-être le professeur Abdul peut venir ici OK, parce que moi, bon, dans le domaine de la santé humaine, c'est pas trop. OK, Je fais plus, mais pas plus dans la découverte des antibiotiques. OK, super. OK, je vois une autre question sur les médicaments traditionnels améliorés. Ce sont des questions qui sont beaucoup spécifiques au Burkina Faso. Donc, je vais suggérer, si vous me permettez, qu'on donne la parole au professeur Ouedraogo, qui ses commentaires et qui pourra prendre en compte une bonne partie des questions qui sont spécifiques au contexte burkinabé. Professeur Ouedraogo, si vous êtes là. Merci. Merci beaucoup, André. Et merci au professeur Luther King pour sa présentation, mais surtout les commentaires très riches et qui ouvrent les perspectives sur ces activités qu'on dit surveillance, recherche, diagnostic sur la résistance aux antimicrobiens avec des techniques qui sont des techniques validées qui permettent vraiment de suivre le phénomène et avec des preuves factuelles. Oui, par rapport à la question sur le développement des antibiotiques, bon, je pense que je vais répondre de façon générale parce qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe spécifiquement quelque part. Mais de façon générale, les antibiotiques ne sont plus un marché intéressant du fait de la médiane d'utilisation. Parce que les antibiotiques aussi, c'est des, des organisations pharmaceutiques, pour ne pas dire des organisations industrielles qui les développent. Donc, ce n'est pas très rentable parce que les délais d'utilisation d'un antibiotique et la médiane en termes de nombre d'années pour l'apparition de la résistance est très courte, ce qui fait que ce n'est pas très, très encouragé, ce n'est pas un marché rentable parce que c'est vrai qu'on parle de la santé, mais ce n'est pas des philanthropes qui développent ces antibiotiques. Donc, ça a un impact et de façon générale, on dit que les pipelines se sèchent. Les antibiotiques, les nouveaux antibiotiques sont extrêmement rares.
Donc, ça, c'était la question. Et les autres perspectives, c'est peut-être la recherche en médecine humaine. On a des collègues, c'est vrai que je ne suis pas peut-être la personne la mieux indiquée, mais on a des collaborations avec des personnes qui travaillent dans le cadre de l'utilisation des plantes pour évaluer l'activité antimicrobienne. Et ça peut-être doit ouvrir des perspectives, surtout la pharmacopée traditionnelle. Et au Burkina Faso, l'expérience qu'on sait, c'est qu'on est en train de structurer, formaliser et organiser ces tradis praticiens qu'on veut vraiment officiellement inclure dans les circuits de soins. Donc, c'est peut-être ouvre une vague de perspectives pour de nouveaux antimicrobiens, mais qui restera vraiment à bien encadrer et à donner les preuves factuelles parce que ce sont des médicaments et les médicaments doivent répondre à certaines normes, certaines normes. Je pense, André, du côté des commentaires que je suivais, que je pense en tout cas pouvaient apporter, c'est ça. Mais si vous voyez des éléments particuliers sur lesquels vous souhaitez que je revienne, je reste ouvert à peut-être faire des commentaires. Sinon, les réponses et les commentaires sont très riches et ont répondu, en tout cas à mon sens, aux questionnements des uns et des autres. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Donc, il y a quelques questions résiduelles que, euh, si vous permettez, Oui, on va bien sûr, solliciter bien sûr. votre retour. Donc, Oui. il y a donc une question de Denis Clovis qui demande, compte tenu des spécificités socio-économiques et culturelles de Bobo-Dioulasso et de Burkina, quelle adaptation de l'approche One Health serait les plus pertinentes pour lutter contre la rame ici? Je crois que c'est pas un contexte isolé de Bobo, mais c'est le contexte, il veut dire, ouest-africain, sous-régional. Comment est-ce que l'approche One Health peut mieux adapter au Burkina Faso? Très bien. En fait, là-dessus, je pense que si on comprend bien l'approche One Health, c'est spécifique pour les antimicrobiens ce soir, mais c'est une approche globale qui est une approche qui a permis de montrer que le problème de santé chez les humains est un problème qui n'est pas isolé. Et le professeur, dans son intervention, a montré que l'homme et l'animal éliminent les microbes dans l'environnement, qui est le lieu de partage, où encore ces hommes et ces animaux viennent prendre d'autres. Donc, on a compris à travers le One Health que les maladies humaines proviennent toujours d'un changement au niveau de l'environnement, soit un microbe de l'environnement qui s'adapte, ou bien des changements climatiques, en tout cas un phénomène en amont qui pouvait être détecté dans l'environnement et qui, après l'environnement, va toucher certainement les animaux parce que l'environnement sauvage, entre guillemets, je veux dire l'environnement qui est naïf de personnes, c'est cet environnement-là là où les changements se font en amont. Ensuite, des animaux qui sont les premiers proches de cet environnement que je vais dire naïf là, vont être touchés et ensuite les humains. Ça, c'est le schéma global de l'évolution des maladies humaines émergentes et réémergentes. Et la résistance aux antimicrobiens est un cas particulier de ces émergences-là. Et on a montré que quoi? On a montré qu'en réalité, et là, moi, il y a un schéma caricatural que j'ai l'habitude de montrer. Pendant longtemps, quand on luttait contre la résistance contre ces antimicrobiens-là, avant la mode de One Health, là, on disait que la résistance se trouve à l'hôpital. C'était d'abord hospitalier, pour nous qui sommes beaucoup plus hospitaliers. Pourquoi? Parce que c'était là où on utilisait plus d'antibiotiques. Et particulièrement, j'étais très impressionné par le travail que fait le professeur Luther parce que nous, il y a 10, 15 ans, ce qu'on faisait, c'était de comparer les souches hospitalières des souches communautaires pour voir est-ce que comment on appelle ça, la source de la résistance. Parce qu'on pensait que c'était dans les hôpitaux qu'il y a la résistance. Et vous voyez que cette barrière est franchie. Je garde mes idées en disant quoi? En fait, le problème, c'est d'aller chercher la chaîne de transmission pour la couper parce qu'on se rend compte avec des éléments facteurs des preuves qu'en réalité, c'est la pression médicamenteuse qui amène la résistance. Et vous vous souviendrez que lorsque Fleming a découvert la pénicilline, quelques années seulement après, on a vu des souches résistantes. Parce que cette résistance-là préexistait avant la découverte de la pénicilline, qui est d'origine naturelle.
Parce que dans la vie, vous vous souviendrez que la vie empêche la vie. Les microbes luttent ensemble pour sauvegarder leur environnement. Et si la pénicilline qui vient du champignon détruit la bactérie ne va pas se laisser détruire. Elle va exprimer des substances qui vont lui permettre de sauvegarder son environnement. C'est là la pénicillinase, ainsi de suite. Donc, les bactéries de l'environnement qui sont beaucoup plus exposées à des menaces d'autres microbes sont des microbes qui sont plus de potentiel de résistance. Et c'est au cours des échanges entre les microbes de chez l'homme et de l'environnement que ces bactéries de chez l'homme, où il y a des antibiotiques, vont aller se rendre compte que chez leurs cousines ou leurs proches microbes, je parle en caricaturant, des microbes proches, il y avait déjà un patrimoine qui permettait de lutter contre ces microbes-là et contre ces antibiotiques-là. Je me répète bien qu'il y avait des éléments qu'elles pouvaient, ces bactéries-là, tirer de l'air d'autres bactéries de l'environnement pour lutter contre les antibiotiques qui sont produits. C'est ça qui fait que on cherche à savoir l'origine. Maintenant, pour répondre à votre question, dans le contexte des pays à ressources limitées, je pense que c'est ça le dénominateur commun, comme André l'a dit, Nagalo. En fait, nous n'avons pas la possibilité de faire des études très poussées sur l'environnement en amont. Quand je dis en amont, de loin, pour tout de suite détecter. C'est à l'occasion d'indices, lorsqu'on a des indices, que l'on va maintenant répartir, chercher. Donc, nous, notre recherche est plus en aval que là où il y a les pays et les ressources qui font la métagénomique pour voir déjà des phénomènes et le schéma que je venais de dire là, pour prévenir la menace à l'avant en voyant par exemple qu'il y a un plasmide environnemental qui est en train de diffuser. Et si on ne prend garde avec des mesures, par exemple, d'hygiène ou bien des mesures de temps, ce plasmide-là va propager chez des bactéries. Il vous souviendra que l'exemple type, c'est Escherichia coli, qui est symbiotique de l'environnement, de l'homme et de l'animal, qui est la source de la pandémie à BLSE dont on parle. Donc, c'est exactement cela que je voulais dire que dans le contexte, peut-être avec des cas pratiques, nous faisons des études chez l'homme le plus souvent, dans les pays à ressources limitées, c'est de voir comment émerge la résistance. De fil à aiguille, on va voir que les patients sont de plus en plus infectés par des bactéries multirésistantes. Là, on va aller d'abord dans l'entourage même du patient pour comprendre la transmission, donc entre humains d'abord. Et après ces humains, on va aller voir les animaux proches de ces humains, l'environnement proche, parce qu'on n'a pas ces moyens-là pour aller dès comment on appelle ça, de prime abord, dans l'environnement, parce que ça nécessite des coûts importants et des moyens sophistiqués comme la génomique que l'on n'a pas vraiment en routine. Voici à peu près ce que je voulais dire. Donc, le One Health dans notre contexte, c'est la collaboration et la coopération parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et heureusement, comme on a des médecins vétérinaires de plus en plus, là aussi, c'est qu'eux, ils partagent les informations. L'environnement, c'est là où actuellement on est plus en retard, et même dans les pays développés, ainsi de suite. Donc, on collabore avec des données existantes et ces informations-là maintenant exploitées et permettent maintenant d'ouvrir les chantiers dans l'environnement. Mais il y a un modèle d'étude que l'OMS même a designé pour ces pays à ressources limitées, qui est un projet qu'on appelle Tricycle. En fait, chaque année, en principe, au moins chaque pays devrait prendre les souches bactériennes résistantes chez les humains, prendre dans l'environnement proche de ces humains-là, et prendre chez un certain nombre d'animaux, et c'est le poulet qui a été choisi parce qu'il est communément consommé, et on compare les souches, et en prenant comme modèle Escherichia coli, qui est vraiment la bactérie qui véhicule le plus la résistance pour comprendre la circulation. Voilà. Je profite de ce micro-là, en tout cas, pour dire que c'est un défi. C'est un défi parce que One Health n'est pas homogène partout parce que c'est le problème de moyens. Voilà, c'est le problème de moyens. Merci, j'espère apporter quelque chose, mais comme a dit le professeur Luther, s'il y a d'autres contributions, même de l'assistance, hein, c'est vrai que nous sommes, entre guillemets, ceux qui avons été mis en flag aujourd'hui, mais d'autres personnes peuvent partager leur expérience avec, bien sûr, l'accord du modérateur pour nous permettre de mieux échanger et partir avec quand même quelques infos. Merci, André.
Ok, merci beaucoup, professeur. Votre intervention a permis également de répondre donc à la question de Taïba Nao qui demandait à la fois les défis et les perspectives de l'implémentation du One Health. Donc, c'est vraiment une réponse qui permet donc de mieux aider donc, et permettre de lever donc toutes ces inquiétudes-là. Si vous avez également répondu au questionnement de Sommet Aïda qui demandait la place que pourrait occuper donc les médicaments traditionnels et donc au niveau donc des pays en développement. Et Issa également, Boni était sur la même question. Je parcours pour que les différents intervenants, au cas où vous pensez que par-dessus tout votre question n'est pas prise en compte, vous pouvez revenir. Nous n'avons pas la prétention d'épuiser toutes les questions, mais nous nous efforcerons d'apporter de l'éclairage, en tout cas, à tous ceux qui ont fait l'amitié de se joindre à nous et de vouloir contribuer à l'enrichissement donc de ces débats-là. Il y a une question de Mamadou Saïdou Sall. Je ne sais pas si le professeur Luther ou le professeur Ouedraogo, si vous avez des éléments de réponse ou on a la chance qu'il y a notre public ce soir est assez riche et de très haut niveau. Donc, s'il y a des vétérinaires aussi qui veulent l'apporter, il y a Mamadou Saïdou Sall qui demande pourquoi on a tendance à négliger les faibles proportions de résistance des espèces bactériennes sur les antibiotiques testés, sachant qu'il existe une transmission directe et indirecte entre les bactéries. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir bien compris, mais je vois Dr Ouedraogo, Moussa qui est là, d'autres collègues vétérinaires. S'il y en a qui pensent avoir compris sa question, c'est l'occasion de prendre la parole. Jean lui veillera si vous levez la main pour pouvoir apporter donc des éléments de réponse. Ou si Mamadou souhaite qu'on ouvre son micro pour mieux préciser sa question, ce sera la bienvenue. Et pendant ce temps, je voudrais inviter cordialement notre ami et collègue Thibaut Armel, s'il souhaite bien également partager en quelques 5 minutes son expérience sur la métagénomique de la résistance aux antimicrobiens dans l'environnement en Guinée. C'est un contexte et ça nous permet de compléter l'expérience donc du professeur Luther qui est d'un pays en développement, il faut le dire, mais en Guinée, comment est-ce qu'il a réussi à pouvoir aussi initier ces travaux-là. Donc, Moussa ou d'autres Oui, collègues de la médecine docteur, je vétérinaire. vois que Moussa n'est plus en ligne. Il OK, a certainement quitté. Donc, je ne sais pas, je peux passer à qui pour la parole? voilà. Thibaut, si Oui, oui, Mamadou veut préciser sa question, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir bien compris, mais s'il veut préciser sa question, il peut revenir. En attendant, Thibaut, si tu veux bien, on ouvre ton micro. d'accord, je lui donne la main. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Allez-y. Ok, merci, docteur Nagalo. Merci aux professeurs, différents professeurs pour les interventions assez riches qui nous aident aussi à comprendre au mieux cette problématique de résistance aux antimicrobiens dans un contexte One Health. Et bon, comme tu l'as mentionné, cher ami, dans notre contexte, dans le cadre de nos activités de thèse, nous essayons actuellement d'implémenter cette approche en Guinée. Et le modèle que nous avons pris, c'est d'aller directement en milieu hospitalier pour essayer de rechercher à partir du point chaud qui est, par exemple, les points de traitement d'eau usée et les égouts qui sont directement rattachés à un certain nombre de services où des patients sont pris en charge ou des cas de résistance, de suspicion de bactéries multirésistantes sont souvent rapportés. Donc, nous essayons de collecter des échantillons d'eau usée dans ce type d'environnement et également au niveau des stations d'épuration des centres hospitaliers pour voir à la sortie de ces stations d'eau usée quelle est la communauté microbienne que nous pouvons avoir et éventuellement quels sont les gènes de résistance et les éléments génétiques que nous pouvons identifier à partir de ces eaux usées. Donc, ces études sont actuellement en cours et nous essayons d'utiliser une approche métagénomique et
du génome entier pour essayer de comprendre. Nous sommes encore à nos débuts et donc des résultats très concrets ne sont pas encore disponibles. Et éventuellement, dès le moment où on aura des résultats concluants, ce sera avec plaisir que nous allons communiquer ces résultats avec la communauté de Agiram. Et au-delà de ça, nous profitons également pour essayer de faire l'état des lieux en termes de niveau de consommation des antimicrobiens, puisque ce sont des informations aussi qui pourront aider à comprendre les facteurs qui contribuent réellement à la propagation de la RAM en milieu hospitalier en Guinée. Nous avons voulu aussi intégrer l'approche One Health dans sa globalité en prenant aussi dans les mêmes services où nous collectons de l'eau usée au niveau des égouts. Nous prenons aussi des échantillons des patients qui sont hospitalisés pour suspicion de bactéries multirésistantes pour essayer de voir et corréler après les résultats des échantillons cliniques avec les échantillons que nous avons collectés dans l'environnement. Et pour le moment, nous n'avons pas encore pu intégrer l'aspect échantillons animaux, mais qui éventuellement pourra venir avec le temps et le développement du projet. En gros, c'est ce que nous faisons et nous serons très ravis de partager très bientôt les résultats avec vous. Merci. OK, merci. Il y a Mamadou qui dit est disponible. Merci encore, Armel. C'est un plaisir et merci d'avoir partagé cette expérience qui montre que cela aussi est possible dans notre contexte et pour les jeunes doctorants qui sont intéressés à aller en thèse, je vous dis que c'est possible, surtout pour ces notions donc de bioinformatique et de génomie qui nécessitent de l'expertise. Cette expertise, c'est vraiment la motivation et l'engagement. Si on décide de consacrer du temps, on peut y arriver. Donc, Jean-Louis, si tu peux ouvrir le micro de Mamadou pour qu'on puisse mieux comprendre sa question. Oui, je viens de lui envoyer l'autorisation. Peut-être que tu l'as accepté. Sur Mamadou, il y a une notification qui s'affiche sur votre écran. Est-ce que vous pouvez accepter l'autorisation d'activer le micro? Ok, super. Allô? Oui, allez-y directement sur Bonsoir, votre vous allez question bien? pour la préciser. En fait, je suis en phase d'une rédaction sur la résistance des entérobactéries. La plupart des documents que j'ai eu à trouver, souvent j'ai tendance à trouver que à chaque fois qu'il y a une identification et qu'on isole les bactéries, la plupart les gens ne considèrent que ceux qui sont en forte proportion. C'est-à-dire, il y a de ces bactéries telles que au niveau de Klebsiella pneumoniae, je trouve souvent qu'il y a une résistance sur l'antibiotique qu'on appelle imipenem. Et des fois, il y a ce pourcentage qui est à 3 à 1%, mais que je ne trouve pas souvent au niveau des documents publiés, la plupart. C'est pourquoi je demande si réellement ceux qui font les études ou bien les aspects pour lutter contre cette résistance tient en compte de cette faible proportion de ces bactéries identifiées qu'on ne trouve pas dans certains rapports. OK, merci beaucoup à Mamadou. Merci d'avoir précisé donc votre question. Je tenterai d'apporter, bien entendu, avec l'autorisation de nos maîtres, un début de réponse qui pourront compléter. Le premier élément qu'il faudrait que vous notez, comme vous êtes donc en phase d'apprentissage, ce sont donc ces notions en réalité de résistance naturelle et de résistance en fait acquise qui sont déjà assez intéressantes. J'imagine que vous avez déjà avancé au-delà donc de ce stade-là. Et par-dessus tout, ce que vous verrez écrit dans les livres, c'est ce qui est le plus fréquent. Donc, n'attendez pas que dans un livre qui est censé faire la synthèse, qu'on revienne pour évoquer des proportions de résistance qui sont assez négligeables. C'est comme ça qu'on peut le considérer, mais vous verrez si les documents dont vous parlez sont des articles
euh, sont des articles scientifiques, on va bien évidemment évoquer des possibilités donc de résistance. Il y a notre collègue Kafando Hervé qui est là, qui s'y connaît très bien sur les entérobactéries parce qu'il fait actuellement sa thèse là-dessus. Si Hervé est là, tu pourras compléter, notamment sur la résistance donc, des entérobactéries au carbapenem en 1 ou 2 minutes. Hervé, si tu es là, tu peux lever ta main et avant qu'on puisse faire le tour de table avec les maîtres pour clore cette séance donc, de change. Est-ce que Hervé est toujours avec nous? Je ne le vois pas parmi les participants. OK. Donc, Mamadou, on peut rester en contact, comme vous l'avez dit. On pourra mieux vous aider en connaissant davantage les sources documentaires que vous évoquez et ça nous permettra donc de pouvoir ensemble apprendre et grandir. D'accord, merci beaucoup. Hmm. Donc, malheureusement, nous ne pourrons plus prendre d'autres questions. Nous sommes à 2 heures chrono donc, du début donc, de cette intéressante conférence. Donc, permettez qu'on puisse faire un tour de table avec les différents acteurs avant donc de pouvoir clore. Donc, Ézéchiel, est-ce que vous auriez un mot de remerciement avant qu'on puisse donner la parole à nos maîtres pour leur mot de fin et d'encouragement? Ok, merci beaucoup, docteur. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Ok, merci beaucoup, docteur, pour la parole. Donc, je vais juste remercier donc notre maître, le professeur Abdou Salam Ouedraogo, et aussi le professeur Luther King pour véritablement leur disponibilité et également ces riches donc, échanges qu'on a pu avoir avec eux et aussi l'ensemble des différents participants. Et on espère vivement, je dirais, avoir tous les participants avec nous pour les différentes sessions qu'on aura donc dans les mois à venir. Et donc pour ça également, on a eu à mettre dans le chat un lien donc vers un groupe WhatsApp pour que les différents participants puissent véritablement donc avoir les informations relatives aux différentes sessions de iMentalk. Mais néanmoins également avec les différents emails, nous allons toujours communiquer avec vous pour que vous puissiez véritablement être toujours informés de l'ensemble donc, des différentes sessions. Encore merci beaucoup à tout un chacun de vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Ézéchiel. Merci à toi d'avoir créé cette initiative. Professeur Luther, euh, avant votre mot, en tout cas, permettez qu'on vous redise le plaisir qui a été le nôtre de vous écouter et votre mot de fin pour les différents participants qui sont pour la plupart des jeunes intéressés à la fois par la recherche et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Euh, je vais, euh, je vais d'abord dire merci aux organisateurs et pour cette opportunité de pouvoir faire cette présentation. Et je crois que c'est une très bonne initiative et que j'aimerais encourager qu'elle aille de l'avant. Pour tous les jeunes qui sont là, moi aussi je suis Camerounais, donc je me suis retrouvé en Afrique du Sud par la grâce de Dieu. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas venu ici parce que j'étais le meilleur des meilleurs. Euh, mais j'aimerais dire, il y a un proverbe qui dit, si tu dis que tu peux ou tu dis que tu ne peux pas, tu es toujours correct. Et moi, j'aimerais que tous les jeunes disent que je peux, parce que en disant qu'on peut, ça veut dire qu'on peut, on est prêt à prendre des dispositions à avancer. La RAM, c'est un problème majeur, comme a dit tantôt le professeur. Ce n'est pas un nouveau problème, c'est un ancien problème avant qu'on ne commence même à parler de ça dans la science. C'est un ancien problème, mais c'est un ancien problème avec des nouvelles solutions. Donc, je dis, on continue à travailler et n'ayez pas peur de vous approcher des personnes qui sont déjà avancées dans le domaine. Vous avez les emails, vous pouvez contacter. Je suis ouvert, par exemple. Je ne dis pas que je connais. Moi, je suis même très prêt à apprendre ce qui se passe maintenant au Burkina. Donc, je suis ouvert aussi pour des communications. Mon email va être partagé. Donc, j'aimerais encore dire merci à tous les organisateurs et
pour l'opportunité et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités où on pourra encore partager nos expériences. Bon, merci beaucoup. Mais ne lâchez pas le bâton, allez-y de l'avant et il y a toujours une solution. L'Afrique de l'Ouest ne pourra pas rester en arrière dans la recherche. Un temps arrivera où il y aura tout possible, mais on doit commencer à petits pas. Comme on dit au Cameroun, on pousse et on met la cale et on avance. Merci. Merci beaucoup, professeur. On pousse et on met la cale et on avance. Je pense que le message est bien reçu par la jeunesse. Professeur Ouedraogo Abdul Salam, à vous l'honneur donc de clore cette conférence. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant que modérateur, tu vas clore des mots d'encouragement, mais aussi de reconnaissance, gratitude à vous tous qui poussez, qui mettez la cale pour que on soit au niveau où nous sommes. Je pense que j'emprunte bien le mot parce que à un moment donné, on doit se maintenir éveillé parce que il y a des acteurs très engagés avec des questionnements très pertinents qui font que, en tant que responsable des structures qu'on vient de donner, de citer là, on doit être éveillé pour apporter des réponses. Et ça, c'est une alerte pour les scientifiques que nous sommes. Donc, félicitations à Ezekiel et toute l'équipe Agiram qui a initié. Nous sommes vraiment très contents de participer à ces initiatives et à l'ensemble de tous les participants. Je pense qu'avec Ezekiel, ce serait peut-être de faire des sondages sur les thématiques futures pour intéresser le maximum afin que les débats soient très riches et surtout orientés vers ce qui est en fait la demande de l'heure parce que c'est ça qui va aussi apporter un plus et mobiliser encore plus comme c'est déjà le cas. En tout cas, merci docteur, professeur Luther King pour la présentation de votre parcours qui inspire, qui montre que la science n'a pas de frontières, mais en plus vous ouvrez des perspectives. C'est ça surtout qui est intéressant, de permettre qu'on partage votre email, qu'on puisse aussi vous contacter. Et je pense que de là, un réseau pourra naître et ça valide aussi, parce que votre présence aussi ce soir, j'ai l'habitude de le dire, valide aussi nos connaissances et met en confiance nos collaborateurs, nos jeunes collaborateurs, pour dire que ce que nous faisons en Afrique de l'Ouest, dans nos laboratoires où on pense avoir des ressources limitées, c'est vrai que il manque parfois des outils, mais le peu qu'on fait est dans le sens de ce qui est internationalement validé. Et ça, nous apprécions vivement à chaque fois qu'on a l'opportunité d'échanger avec d'autres universités en présence de nos étudiants, nos collaborateurs. Et bon, grâce à ces moyens aussi de Zoom, et nous sommes dans un seul village, dans un village planétaire parce que c'est facile. Donc, à encourager et nous sommes vraiment des personnes que j'allais dire, grâce au truc, j'allais dire, à ces initiateurs-là, moi, je me retrouve une personne très honorée parce que c'est eux qui font à la limite le travail et parfois nous récoltons les honneurs. Mais c'est l'occasion pour moi de vous rassurer que c'est avec beaucoup de plaisir que j'accepte toujours ces initiatives-là. Merci, félicitations et à la prochaine. Merci. André, à vous. Merci, professeur. Merci à tous. J'ai Je ne saurais terminer sans encore renouveler notre engagement à soutenir les différentes actions et interpeller les différents jeunes. Restez à l'écoute, rejoignez le groupe. On va lancer des sondages pour déterminer donc le thème de la prochaine conférence donc de IME Talk. Je suis André Nagalo, pharmacien biologiste au CHU de Waiguia et enseignant à l'Université Lédéa Bernard Ouedraogo. Ça a été un plaisir pour moi cet après-midi de vous servir et à très bientôt pour d'autres opportunités de partage. Au revoir et bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée, bon week-end à tous. Ok.